pour commenter la situation politique en France. Olivier Guyotot, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques à l'INSEC, l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Que vous inspire cette reconduction de Sébastien Lecornu? Est-ce que Emmanuel Macron tourne en rond? Alors, ça illustre plusieurs choses. D'abord, la difficulté, je pense, à trouver quelqu'un, dans un sens. Et effectivement, ça illustre le morcellement du plateau politique actuel, et qui n'a pas changé fondamentalement. Et il s'entête un peu en gardant un macroniste. Évidemment, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait lui laisser carte blanche, et c'est un peu le message qu'il essaye d'envoyer pour un peu montrer que la situation a changé. Fondamentalement, elle n'a pas changé. Les équilibres restent les mêmes, et il reste difficile dans un pays où on n'a quand même pas vraiment la culture du compromis quelque part. Et c'est un peu la difficulté face à laquelle on se trouve actuellement. Néanmoins, il va falloir voir comment ça évolue. Ce qui est clair, c'est que la formation du gouvernement va être clé. Ça va être le premier point. Et ça va être un moment raté du premier gouvernement Lecornu. Il va falloir changer les têtes. Et deuxièmement, il va falloir voir quelles sont les avancées par rapport à des dossiers politiques. On a parlé de la réforme des retraites. Il avait avancé le 49.3 en expliquant que ça allait, en pensant sans doute que ça allait être suffisant comme signal, et ça l'avait pas été. Donc on va voir ce qui va se passer à partir de là, effectivement. Sébastien Lecornu promet, Olivier Guyotot, du renouvellement. Il dit avoir accepté par devoir. Vous, comme moi, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Cependant, qu'est-ce qui a pu se passer à l'Élysée pour qu'il accepte de rester dans sa fonction qu'il avait brutalement quittée il y a quelques jours? Alors, c'est intéressant, cette précision par devoir, c'est-à-dire que, outre le fait que Emmanuel Macron a sans doute du mal à trouver des personnes qui soient motivées par le faire, même dans son propre camp, on sent un manque d'enthousiasme. Ceci étant dit, c'est peut-être aussi... Ceci étant dit, c'est peut-être aussi une manière de jouer sur l'idée de la responsabilité, devoir responsabilité, et faire une sorte d'appel du pied un peu symbolique au parti. Et aujourd'hui, c'est un peu la ligne qu'ils essayent d'avoir en disant finalement, il faut que la France ait un budget, donc il faut qu'on s'entende malgré le fait qu'on soit pas d'accord sur certains points. Et on va voir si ça va fonctionner. Mais effectivement, c'est intéressant comme sémantique, cette idée de devoir, le fait qu'il le précise, alors que quelque part, quand on devient Premier ministre, on est plutôt content, on est plutôt enthousiaste. Là, on a l'impression qu'il est un peu forcé de le faire, mais qu'il va le faire parce qu'il se met au service des Français, et il se met au service de la France. Il avait dit aussi qu'il était un bon petit moine, un bon moine soldat. Alors, sur la réaction, Manuel Bompard de LFI a parlé d'une humiliation des Français. Éric Ciotti utilise les mêmes mots d'un bout à l'autre du spectre politique. On n'a pas de mots assez durs pour condamner ce choix Lecornu. Cette colère, cette indignation, professeur Guyotot, est compréhensible? Oui, bien sûr, elle est compréhensible parce qu'effectivement, par rapport à l'après-dissolution, comment dire, il y a une sorte un peu quand même d'entêtement d'Emmanuel Macron de rester un peu sur la même ligne, de garder la main, alors que ses opposants demandent d'autre chose, soit une sorte de cohabitation avec la gauche, soit une dissolution, soit une démission. Et lui, par rapport à ça, il n'est pas du tout dans le compromis. Et après, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où un peu, la colère se centre sur sa personne aujourd'hui. Et quelque part, il va y avoir un deal entre si on fait les efforts finalement pour donner un budget et un peu pour sauver la France, c'est une expression, hein. On sauve aussi le soldat Macron. Et quelque part, c'est là où il va y avoir une sorte de difficulté un peu, parce qu'aujourd'hui, je pense que personne ne le soutient. Même dans son propre camp, on voit bien que ça s'est quand même pas mal érodé, son soutien. Et ce qui est aussi un vrai changement. Ceux qui le soutiennent officiellement sont assez rares. On voit bien qu'Attal s'est détourné. Philippe s'est détourné. Il est vraiment isolé, comme rarement il a été, et ça va être quand même, l'enjeu des prochaines semaines, sachant qu'après chaque parti joue un peu sa carte. Et le socle commun est mort, a dit Bruno Retailleau. Alors,
Aujourd'hui, on va suivre assez attentivement les premiers pas de ce gouvernement Le Cornu s'il arrive à le constituer. Et Olivier Guillotot, au-delà des individualités, qui pour faire partie de cette équipe? Quel profil? C'est la vraie question. Il va falloir qu'il trouve, à mon avis, qu'il mette un peu des pincées de beaucoup de tendances s'il veut y arriver. Sans doute faire appel aussi à des gens de la société civile. Après, c'est vrai que quand on entend les discours, il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, qui a dit finalement, c'est pas le qui est important, c'est le quoi qui est important. Et par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir le qui va être la formation du gouvernement et qui y a dans le gouvernement, et il va y avoir le quoi, c'est-à-dire sur quel dossier on fait des concessions, sur quel dossier on peut avoir des avancées par rapport au programme qui était mis en place jusqu'à maintenant. Et c'est finalement le mélange de ces deux aspects qui va déterminer le futur de Le Cornu 2, sachant que le PS, et même hier j'écoutais Cyrielle Châtelain qui disait on censurera pas par principe, c'est-à-dire qu'on va voir les efforts qu'ils vont faire. Arithmétiquement, ça va être très difficile, ça reste encore jouable si effectivement au moins ces deux forces-là acceptent de ne pas censurer. Mais c'est vrai qu'après, à moyen terme, à long terme, l'élection présidentielle est quand même assez loin. Voilà, ça nous lance sur une assez longue période potentiellement. Et dans tout cela, il y a quand même aussi, il faut le rappeler, le facteur temps, Olivier Guillotot. Quelles sont les marges de manœuvre de Le Cornu 2? Puisque sur le budget, par exemple, le temps est extrêmement contraint. Les débats doivent démarrer au plus tard le 15 octobre pour respecter le délai de 70 jours prévu par la Constitution. Effectivement, il va falloir qu'il aille plus vite que la dernière fois. Et il avait mis du temps à nommer son gouvernement. Là, il va falloir que ça aille vite et que ça se fasse rapidement. Après, aujourd'hui, la question aussi, ça va être qui a envie d'y aller. C'est-à-dire que par rapport au gouvernement qu'il avait nommé la première fois, est-ce que finalement c'était la volonté de reconduire les mêmes ou est-ce que c'était l'impossibilité de trouver des personnes pour les remplacer? Et ça, on ne sait pas vraiment ce qui se trame derrière. Et comme effectivement il y a cette perspective de la présidentielle et comme tout le monde joue un peu ses cartes et essaye de se positionner, il y en a qui n'iront pas aussi. De toute façon, Le Cornu a quand même dit qu'il voulait personne qui ait des ambitions présidentielles dans son gouvernement. Et ça a l'air quand même d'être une des lignes qui va éclairer sa composition. Exit peut-être un peu les Retailleau, Darmanin, etc. Et puisque vous parlez de chaque parti qui joue ses cartes, on a entendu les réactions de LFI, du RN et des écologistes. Un mot peut-être du Parti socialiste et qui promet la censure immédiatement, mais à deux conditions. Si le 49.3 n'est pas formellement abandonné, si la réforme des retraites n'est pas complètement suspendue. À quoi joue le PS ? Le PS, il fait partie de ces partis qui pourraient perdre beaucoup si jamais il y a une dissolution. Donc il essaye aussi de se positionner en partie un peu de gouvernement, hein, en partie raisonnable. Et puis aujourd'hui, finalement, la situation à gauche, les ponts ont quand même été coupés avec LFI. Et donc, s'il veut continuer d'exister, stratégiquement, il ne peut pas non plus se remettre du côté de LFI et donner l'impression que finalement, c'est eux qui avaient raison. Donc on est dans cette espèce de jeu qui est à la fois un jeu stratégique et un jeu politique pour savoir comment se positionner, pour savoir comment s'en sortir le mieux possible. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est assez difficile de savoir quelle est leur ligne. Ça a l'air de varier presque de minute en minute et pour le moment, on reste là-dessus, effectivement, cette idée que ils ne censureront pas s'il y a des grosses avancées. Est-ce que Le Cornu 2 sera capable d'offrir ces grosses avancées? C'est un peu tout le débat. Le PS semble, si l'on vous suit bien, sur une sorte de chemin de crête. Pour finir, Olivier Guillotot, qu'est-ce que cette séquence peut laisser comme trace sur l'image déjà très dégradée, même auprès des siens, d'Emmanuel Macron? On est dans une fin de règne qui est particulièrement difficile, c'est-à-dire qu'il donne vraiment l'impression de ne pas être capable de faire de compromis, de ne pas se remettre en question. Et c'est vrai qu'en termes d'image,
Ça va être compliqué à la fois en interne et dans son propre camp, mais aussi en externe. On sait que son taux de popularité, là, il n'a jamais été aussi bas. On sait que toutes les fins de mandat sont compliquées, mais Emmanuel Macron, il est jeune et potentiellement, il pourrait continuer à faire de la politique et même éventuellement revenir à d'autres élections. Et je pense que ça va laisser des traces, effectivement, dans l'image que les gens ont de lui et dans le bilan de son action, finalement. Merci beaucoup, Olivier Guyotot, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques à l'INSEC. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de la crise politique en France.